Bonjour, bonjour Monsieur le Ministre, Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci de votre présence aujourd'hui chez OnePoint. Merci à eux de nous accueillir aujourd'hui. J'ai peut-être l'occasion de me présenter. Donc, mon nom est Francis Veil. Je suis président d'Eurocloud. Eurocloud est une association qui a plus de 20 ans et qui a démarré par rapport au sujet du jour sur ces thématiques quelque part, parce qu'on s'appelait avant de s'appeler Eurocloud l'ASP Forum, hein, pour application. Donc le sujet des applications est un sujet que nous suivons chez Eurocloud depuis très très longtemps. Et donc je suis ravi de participer avec d'autres partenaires à cet événement ce matin. Donc Eurocloud, en deux mots, hein, on réunit une centaine d'entreprises, toutes dans le domaine du cloud, évidemment. On réunit quasiment tous les acteurs en France du cloud. Et je vais immédiatement passer la parole à Hugo qui va animer cette table ronde aujourd'hui sur le sujet des applications et quelque part aussi un peu leur portabilité et la liberté de choix qu'on doit laisser aux utilisateurs, aux entreprises. On se retrouve finalement un peu aujourd'hui comme nous étions il y a, je pense, à peu près une trentaine d'années dans le domaine de la téléphonie, avec ce qui a pris très très longtemps, hein, cette réglementation sur la portabilité des numéros. Bah là, finalement, le sujet, en tout cas de mon point de vue, il n'est pas trop éloigné sur cette liberté que l'on offre ou que l'on va offrir aux utilisateurs d'aller bouger leur infrastructure, leurs applications d'un service provider vers un autre. Mais j'arrête là et je passe immédiatement la parole à Hugo. Merci beaucoup. Merci Francis, bonjour à toutes et à tous. Alors avant de présenter les intervenants, je voulais juste adresser, alors je me présente quand même. Donc Hugo Sedouraman, je suis un ancien journaliste et spécialisé en économie numérique du JDN et de l'opinion. Je suis consultant indépendant et j'anime de nombreux événements. Et je tenais avant toute chose à présenter nos excuses parce que comme vous le constatez, c'est une table ronde exclusivement masculine. Nous avons fait tous nos efforts possibles en contactant des amis du Conseil national du numérique, notamment pour essayer de féminiser cette table ronde. Ça a été malheureusement très compliqué. Donc voilà, je présente mes excuses au nom d'Eurocloud. Je voulais présenter les intervenants du coup, qui sont à ma gauche. Monsieur Frédéric Génie, vous êtes président du comité de la concurrence de l'OCDE et professeur émérite de l'ESSEC. Monsieur le ministre Hubert Védrine, ancien ministre des Affaires étrangères. Tariq Rim, serial entrepreneur, on peut le dire. Et Alain Garnier, vous êtes CEO de Jamespot et président du collectif Play France Digital, qui est un collectif qui représente les intérêts notamment des acteurs français et qui milite pour la souveraineté numérique en France et en Europe. C'est correct ? Alors, on va commencer par du coup parler de ce sujet qui est un sujet de concurrence déloyale dans le secteur du cloud. Monsieur Génie, vous avez publié un rapport récemment dans lequel vous pointez du doigt des acteurs comme Oracle, Microsoft et SAP, notamment pour leurs pratiques anticoncurrentielles. Qu'est-ce qu'il aurait reproché exactement et quels sont les mécanismes que vous avez pu pointer du doigt ? Merci de votre invitation. D'abord, je voudrais dire que j'ai fait ce travail en tant qu'universitaire et non pas en tant qu'OCDE, donc pour être bien clair. Alors, sur la nature des problèmes, c'est un travail qui a consisté pour l'essentiel, d'une part, à établir une cartographie en quelque sorte du secteur et d'autre part à interroger un certain nombre d'utilisateurs sur les problèmes qu'ils rencontraient. Et donc le rapport en fait synthétise ce qui a été l'essentiel des réponses. Qui est d'ailleurs parfaitement cohérent avec ce qu'on pouvait analytiquement prévoir. Le problème principal, évidemment, est un problème d'interconnexion, je dirais, entre d'une part le logiciel, les plateformes et la structure de la capacité de stockage. On a donc un certain nombre d'acteurs qui sont ceux que vous avez évoqués, qui sont intégrés aux trois niveaux. Or, bien évidemment, ceci crée
cette intégration verticale, deux types de problèmes. Un premier problème pour les entreprises qui voudraient migrer, qui ont un service dans leur entreprise et qui voudraient migrer, et d'autre part, un problème pour des entreprises qui sont natives, c'est-à-dire qui directement utilisent le cloud computing, mais un problème de flexibilité pour elles. Et les trois problèmes essentiels, c'est un problème, j'allais dire, d'abord commercial, deuxièmement, un problème sur la gestion des licences, et puis troisièmement, un problème sur la compatibilité ou la portabilité des logiciels. Quelles sont les pratiques qu'on observe? Les pratiques qu'on observe, je crois que vous les connaissez plus que moi. D'abord, elles sont extrêmement variées. Donc ça, c'est un premier point à noter. Deuxièmement, elles consistent, par exemple, à modifier les conditions de licence des logiciels selon que ou non on stocke les données sur la structure de cloud de l'auteur des logiciels. Deuxièmement, assurer une incompatibilité ou une compatibilité moindre entre ces logiciels et des services de stockage concurrents, mais une très grande compatibilité avec ses propres services de stockage. Troisièmement, multiplier le nombre de licences à partir du moment où on utilise une infrastructure qui n'est pas celle de l'opérateur qui a créé les logiciels. Quatrièmement, se renseigner sous prétexte de facturation sur précisément où sont stockées les données pour après essayer de mettre en œuvre des techniques pour ramener en quelque sorte l'utilisateur dans le champ du cloud de l'auteur des logiciels. Donc toute une série de pratiques qui sont perçues par les utilisateurs comme étant souvent des pratiques d'abord très onéreuses, parce que lorsqu'ils font une migration, ils ne s'attendent pas nécessairement à ce que tout d'un coup il y ait une multiplication du nombre de licences, une augmentation du prix des licences, etc. Deuxièmement, des pratiques qui semblent déloyales dans le sens que les conditions contractuelles semblent très dépendantes en fait de la stratégie des utilisateurs et de la tentative des utilisateurs d'aller auprès d'un fournisseur de cloud différent du fournisseur de logiciels. Et on est donc à la limite entre, d'une part, des problèmes de concurrence parce que ça permet difficilement aux opérateurs non intégrés d'arriver à se développer sur le marché. Il y a aussi évidemment le fait des problèmes de vente liés. Bon, je vous vends à la fois l'infrastructure, la plateforme, etc. Et donc l'infrastructure, vous l'avez pour très peu cher, ce qui veut dire que quelqu'un qui ne serait pas intégré aurait les plus grandes difficultés à pouvoir rentrer sur le marché. Bon. Donc il y a à la fois des problèmes de concurrence et puis il y a des problèmes de loyauté dans les échanges compte tenu de la puissance et compte tenu de la relation de dépendance qui s'installe entre le fournisseur de logiciels et l'utilisateur. Merci beaucoup. Monsieur le ministre, vous avez, donc on a bien compris qu'il y a un impact économique important à ces pratiques-là. J'imagine qu'il y a aussi un impact géopolitique, il y a des considérations géopolitiques en termes de souveraineté à prendre en compte. Qu'est-ce que vous en pensez? Et est-ce que vous ne pensez pas qu'à terme, ces pratiques vont freiner quelque part la concurrence des acteurs et des filières françaises et européennes? De toute façon, la géopolitique englobe tout. Ça englobe l'histoire, la géographie, les rapports de force, les relations internationales, les décisions. Donc c'est tout à fait normal. C'est pour ça que je me suis intéressé à ce qui se passe dans ce monde-là. Je suis content qu'on m'invite à des événements de ce type. C'est très, très intéressant pour moi. Le rapport de l'Institut Josel auquel j'ai participé m'a amené à me plonger sur ces questions parce que ça fait évidemment partie du tableau mondial. Qu'est-ce qui se passe dans le monde de cloud? Alors on retrouve bien sûr les questions que l'on trouve dans toute la géopolitique. Les États-Unis qui ont dominé la moitié du monde à partir de 1945, et puis dans les années 90, l'ensemble, c'est l'époque où j'ai parlé de l'hyperpuissance, et puis il y a la question chinoise, la montée des émergents, etc., ce que tout le monde connaît. Alors ça s'applique à tout. Et ce qui se passe dans l'espace, ce qui se passe dans le cloud, ce qui se passe dans l'agriculture, ce qui se passe dans la culture, dans la langue, etc., etc. Alors dans ce domaine particulier, évidemment, ça nous conduit, comme dans les autres, à la question européenne. Et sans arrêt, on est ramené à cette question, mais par rapport à ça, que peut faire la France? Que peut faire l'Europe? C'est toujours délicat à traiter, parce que l'Europe est un mot valise.
Quand on dit Europe, on ne sait pas très bien ce que l'on désigne. Bon, et donc, moi qui suis évidemment partisan de la, je ne vais pas dire du rétablissement, parce qu'on n'a jamais eu, mais de la concrétisation d'une souveraineté européenne, à condition qu'elle vienne en plus des souverainetés nationales et qu'elle ne chiffonne pas ce qui reste de souveraineté nationale. Ça, c'est un problème plutôt politique entre les peuples et l'Europe. Je suis évidemment partisan de ça, mais en même temps, je suis pragmatique. Je l'ai été tout le temps. Quand j'étais à l'Élysée ou ministre, le réalisme commande, finalement, à la fin des fins. Donc j'étais pragmatique. Donc quelle est la combinaison aujourd'hui, dans ce domaine-là, entre le pragmatisme qui fait que la majorité des experts que j'ai consultés me disent on ne peut pas se passer du cloud américain. C'est aussi simple que ça. On ne peut pas se passer du cloud, globalement, bien sûr. Il faut être dedans. On ne peut pas se passer aujourd'hui du cloud américain. On peut regretter que depuis 10 ans, 15 ans, 20 ans, il n'y ait pas eu une compétitivité européenne qui se soit affirmée. On peut le regretter. Qu'il y ait tellement de talents, notamment français en Californie, au lieu d'être ici. Bon, ça, c'est le passé. Donc après, j'entends ça, mais je sais que c'est discuté, ça. L'idée qu'on ne puisse pas s'en passer est controversée. Il y a un débat sur la date. Quand la majorité de ceux que j'ai entendus, et notamment les grands patrons utilitaristes qui me disent on a 10 ans de retard, certains me disent non, c'est pas vrai. C'est pas 10 ans de retard dans tous les domaines. Et d'ailleurs, on est plus avancé qu'on ne le croit dans tel ou tel. Donc ça m'intéresse énormément. Mais pour le moment, ce que j'ai entendu, c'est que je déduis de ce que j'ai entendu qu'on ne peut pas se passer d'un recours aux fournisseurs actuels des meilleures prestations dans le cloud et autour, qu'il faut donc le faire dans les moins mauvaises conditions, avec une perspective d'avenir aussi, et qu'en même temps, c'est là où ça se joue, en même temps, il faut naturellement favoriser une affirmation française, européenne dans ce domaine. Et c'est là où on retombe sur la question que le professeur vient de traiter, c'est qu'il faut évidemment que ça se passe dans des conditions de concurrence où ce soit possible, puisque je crois aux deux approches en même temps. Si on s'aperçoit qu'il y a des pratiques anticoncurrentielles, soit très connues, soit un peu masquées, il faut les démasquer, il faut les contrer. Donc je suis à fond pour l'établissement dans ce domaine de la libre concurrence, qui permette à cette affirmation, alors je ne vais pas me risquer sur la durée ou sur les chiffres, mais qu'elle permette de se concrétiser. Voilà, c'est sur la combinaison des deux que je réfléchis en ce moment. Merci beaucoup. Alors, Alain Garnier, vous êtes vous-même éditeur d'une solution en cloud, donc une plateforme collaborative, un réseau social d'entreprise. Donc, vous êtes concurrent, j'imagine, direct de Microsoft. Est-ce que ces pratiques-là, vous pouvez nous expliquer dans quelle mesure ces pratiques impactent votre activité au quotidien ? Bonjour à tous. Merci d'ailleurs de l'invitation. Et puis, je suis effectivement ravi qu'on puisse prendre de la hauteur justement sur ces questions qui sont effectivement des questions de temps long. Parce que vous m'interpellez sur la question de qu'est-ce que je vis au quotidien. Et c'est vrai que ce qu'on vit au quotidien, donc juste pour rappeler, Genspot, donc nous on est une plateforme collaborative, c'est-à-dire qu'on aide les entreprises et les organisations à mieux travailler dans notre monde digital, ce qu'on a tous vécu, pour pouvoir tout simplement échanger des fichiers, faire des réunions en temps réel et pouvoir être connectés alors qu'on a été tous séparés avec le Covid. Bon. Et ça, c'est ce que propose Microsoft. C'est d'ailleurs ce qu'il a proposé de manière massive avec ses nouveaux outils. Ce qu'il faut comprendre, c'est que nous, en fait, en tant que producteurs de solutions, on est effectivement face à un géant américain qui, lui, est partout et dans lequel, depuis un certain nombre d'années, il y a une espèce d'idée générale qui est de dire « there is no alternative ». Justement, il y a tout chez Microsoft, il n'y a pas de raison d'aller voir ailleurs. Et cette idée générale, par exemple, qui a été très largement déployée, elle est très largement fausse. Voilà. Et on a un phénomène, d'ailleurs, on parle de qu'est-ce qu'on vit au quotidien, un peu ce qu'on a connu dans le film. Quand les Américains font un film, par exemple, et qu'il est rentabilisé sur le sol américain, ils pouvaient ensuite le distribuer en Europe de manière extrêmement simple. Et en plus, ils n'avaient plus qu'à rajouter un peu de marketing et c'était bon. Le problème, c'est qu'on a mis des années à comprendre qu'en fait, c'était effectivement une distorsion de marché. Avant qu'on mette en place, lentement, pratiquement quand l'industrie européenne a été détruite, un certain nombre d'éléments. On est dans la même situation dans le numérique. C'est-à-dire qu'on a des films qui sont faits en France, des logiciels sont faits en France, des clouds qui tournent en France, il y en a qui sont d'ailleurs ici dans la salle et qui sont d'ailleurs Eurocloud, qui ont les capacités équivalentes, mais de par cet effet par exemple de dumping, si on prend par exemple le dernier outil qui s'appelle Teams qui a été lancé par Microsoft, il a été quasiment donné à toutes les entreprises, ça dans toute industrie, ça aurait été arrêté immédiatement. Donc en fait, on a un double effet de ciseau. Et comment on le vit nous en tant que PME ? On le vit tout simplement qu'on a des clients qui se disent « Ah, c'est vraiment bien votre truc !»
Ah oui, mais là, Microsoft me le donne aujourd'hui. Bon, bah, vous comprenez, ça va être, je vais réfléchir. Et d'autres qui disent, non, non, mais je ne veux même pas le voir, parce que de toute façon, moi, j'ai choisi Microsoft depuis le début, quand ce n'est pas le temps 3 des pratiques concurrentielles pour dire, ah, si jamais tu achètes, alors justement, j'ai parlé de mon entreprise, mais je représente des centaines aussi d'autres qui sont dans la même situation que moi. Je ne suis qu'un des exemples. On va dire, si vous, par exemple, nous, on a eu des déploiements dans les grands comptes bancaires français, dans lesquels la question était de dire, bon, voilà, le trade-off, c'est simple. On vous déploie 365 à un prix de licence bien négocié. Sinon, on vous fait le prix public. Non, sauf si effectivement vous vous séparez de ces petites entreprises locales qui viennent un peu nous gêner. Et donc, il y a une politique comme ça entre du soft power, du hard power avec effectivement des pratiques concurrentielles, de l'inculture aussi. Je pense que c'est pas possible. Voilà. Et c'est un mélange de tout ça qui fait un joli cocktail de domination et d'impossibilité, ou en tout cas de difficulté d'atteindre une souveraineté numérique de bonne aloi pour l'Europe et la France. Alors, juste alors, vous avez parlé du film. Est-ce que ça voudrait dire qu'il faudrait subventionner les acteurs du cloud français? Subventionner, aujourd'hui, il y a des subventions plutôt sur la recherche et développement. Pour le film, ce qu'on a mis en place, à mon avis, c'est une politique de quotas qui a permis justement qu'on ait une industrie qui tienne face à une domination de marché qui était de toute façon inégalitaire. Ça fait partie des revendications d'ailleurs de Play France. Et c'est intéressant, c'est que Play France, ce sont des entrepreneurs à 80% libéraux. Donc pas du tout dans une logique sociale, socialiste, si vous voulez, si vous voyez ce que je veux dire. Et très clairement, ils viennent les uns après les autres, y compris les acteurs les plus gros, sur ces terres-là, parce qu'effectivement, ils voient ce qui s'est passé sur le cinéma. Et là, on voit qu'on a une problématique centrale à gérer. Et on sait en plus que c'est peut-être plus grave encore que le cinéma, parce que clairement, le numérique est partout. Toute la valeur ajoutée de toute l'industrie française et européenne et mondiale est basée sur le logiciel. Il n'y a plus rien qui ne tourne sans numérique. Aujourd'hui, on est là. Il y a 10 ans, on a attendu de démarrer que la régie démarre. La régie est une régie numérique qui va faire du streaming. C'est ça qui nous est arrivé. Et c'est pas il y a des gens qui sont dans la salle, mais on est aussi dans le numérique. Et vous prenez tous les secteurs industriels, ils sont tous aujourd'hui en valeur ajoutée par un élément numérique. Donc le fait de ne pas avoir une industrie numérique en Europe ou en France est en soi un problème à long terme de compétitivité en soi, voire même d'existence de notre continent. Merci beaucoup. Alors Tariq, vous avez créé plusieurs sociétés, notamment des sociétés qui sont spécialisées dans le cloud et dans la possibilité de transférer des données ou des paquets de données d'un cloud à l'autre. C'est très compliqué, vous l'avez déjà expliqué. Est-ce que vous pensez finalement que ces pratiques sur le continent européen peuvent nuire à l'innovation et à l'entrepreneuriat? Bonjour, déjà tout d'abord merci de m'avoir invité. Alors justement, j'allais dire les deux entreprises que j'avais faites à l'époque, NetVibes, que certains d'entre vous connaissent ici, et Jolly Cloud, on s'est retrouvés à 2 reprises en compétition directe avec Google. Et c'était toujours le même scénario. Au départ, on a fait un meilleur produit, qu'on a réussi d'ailleurs, qui a tellement bien marché que quand on a fait NetVibes, Google, Microsoft, Yahoo, Apple, toutes ces sociétés ont changé leur page d'accueil, tu t'en rappelles, pour faire exactement la même chose. Et on a même d'ailleurs eu des discussions assez avancées avec Google pour se faire racheter. Et à l'époque, j'avais l'impression qu'on pouvait faire absolument tout parce qu'on avait le web et tout était ouvert. Ma deuxième société, Jolly Cloud, que j'ai montée avec les fondateurs de Skype, qui était en fait le Chromebook 2 ans avant le Chromebook de Google, donc un ordinateur entièrement cloud. À partir de là, on s'est rendu compte qu'on était en compétition avec Google et on a vu un pan de Google que je ne connaissais pas, qui était un coup de fil, tous nos suppliers en Asie, c'est terminé. Mais ça, c'était que le premier coup. Le deuxième, c'est qu'à l'époque, c'était le gouvernement Hollande. Quand Obama a dit on va travailler avec les Chromebooks dans l'éducation, on a essayé de rentrer, on nous a dit ah non, non, nous on va travailler avec Microsoft. Et donc je me suis rendu compte qu'en fait, on avait un vrai sujet, c'est qu'on avait des équipes extraordinaires. Hein, les gens avec qui je travaillais maintenant, certains d'ailleurs travaillent chez les big tech américaines, qu'on avait un vrai problème de développement. Mais ce que je voulais dire à propos de ça, c'est que moi, de toute façon, ça va faire bientôt, ça fait bizarre, mais ça va faire bientôt 40 ans que je suis online. J'ai eu la chance, grâce à mon père, d'être connecté en 82.
Et je n'ai jamais vu le cloud autrement que par la géopolitique. Tout simplement parce qu'en 84, on était sur des réseaux et on a entendu parler d'une agence que personne ne connaissait à l'époque, qui s'appelait la NSA. Il y a eu un documentaire qui s'appelait Puzzle Palace à 60 Minutes et tout le monde s'est rendu compte qu'il y avait une agence qui ne faisait que de la cryptographie, que de l'informatique. Et ce qui est fascinant, c'est que depuis, mon cerveau s'est paramétré par rapport à ça, donc la guerre froide, et tout un arsenal juridique qui a été mis en œuvre à l'époque pour écouter la Russie sur les communications électroniques. Puis ensuite, le 11 septembre est arrivé, un nouvel arsenal. Et aujourd'hui, cet arsenal juridique est utilisé essentiellement pour les projets de cloud. Et moi, ce qui m'avait fasciné, c'est qu'au détour d'une rencontre avec, c'était l'amiral Lacoste, qui était l'ancien patron, comme vous le savez, de la DGSE, on discutait, je lui parle de la NSA. À l'époque, j'étais jeune journaliste à la Tribune, et je voulais faire un article sur Échelon, le réseau qui n'était pas encore vraiment connu d'écoute. Et ça l'amusait, et puis il m'a regardé, au bout de quelques minutes, il m'a dit, mais vous savez, toutes ces technologies, en fait, elles sont utilisées exclusivement pour l'intelligence économique. Et en fait, fondamentalement, on a un problème essentiel, c'est que quand on parle de cloud, il y a trois sujets. Il y a, est-ce que les entreprises doivent utiliser des boîtes de cloud américaines? C'est leur décision. Est-ce que les services publics doivent utiliser des boîtes de cloud américaines? Ça se discute. Est-ce que les services critiques de l'État doivent utiliser des boîtes de cloud américaines? Est-ce que vous imaginez un instant que Paraf ou la Banque de France, parce que je parle de deux systèmes dont on imagine à un moment donné que, vous savez, le fameux accord Thales by Google ou Google by Thales, qui est probablement plutôt un Google by Thales d'ailleurs, est-ce qu'on imagine un jour que ces services critiques, on parle de la gestion des passeports, entrés sur le territoire, parce qu'on parle toujours de la sécurité, mais la sécurité, ce n'est pas le principal problème. En fait, le cloud, c'est comme le gaz de Poutine. Il y a quelqu'un qui peut fermer le robinet. Si demain, Taïwan, et vous le savez, en ce moment, c'est très compliqué d'avoir des microprocesseurs. Si demain, la Chine fait un blocus et que le prix des puces et des GPU explose et que le cloud coûte 10 fois plus cher et qu'on installe nos serveurs critiques avec des machines dont on n'est même pas capable contractuellement d'en contrôler le prix. Parce que le problème qu'on a aujourd'hui, c'est que la différence fondamentale entre l'Europe et les États-Unis, c'est que l'Europe croit que les États-Unis respectent les contrats. D'ailleurs, l'Europe s'est basée sur c'est un ensemble de contrats que nous avons suivis. Bon, il se peut qu'en ce moment, il y a des pays comme la Hongrie et la Pologne qui ne les respectent pas forcément, mais fondamentalement, on croit dans le contrat. Et quand vous parlez avec des marchands d'armes français, ils vous expliqueront, nous savons, nous l'avons expérimenté, que ce soit en Égypte avec les Rafales, ou soudain une puce, ou le Charles de Gaulle après la guerre en Irak, on sait que le contrat n'est pas quelque chose de stable. Et donc, une des questions que je me pose, puisque moi, ce qui m'intéresse quand on parle de souveraineté, c'est véritablement le cœur de l'État, est-on capable de conserver notre intégrité complète, à la fois en termes de prix, de disponibilité, de sécurisation, et aussi, l'autre sujet qui est important, c'est que nous avons l'équivalent de ce que font les Big Tech, mais ce sont 100, 150 entreprises. Et le drame qu'on a, c'est que dans les années 70, on nous disait, vous ne savez pas faire des voitures, vous ne saurez pas faire des avions. Et dans les années 80, on nous dit, vous ne saurez pas faire des fusées. Pourquoi on a su le faire? C'est qu'on avait des très grands groupes, et donc on avait des grands ingénieurs des corps qui se sont mis d'accord. On a fait Airbus, on a fait Ariane. Le problème qu'on a aujourd'hui, c'est que toutes ces entreprises du cloud qui sont fantastiques, ce sont des PME. Et malheureusement, l'Europe ne sait pas, et la France d'ailleurs, ne sait pas parler à ces petites boîtes parce qu'on n'a pas. C'est une question de taille, aussi une question de culture. Merci Tariq. Alors, Monsieur Génie, on a parlé de contrat. Quand on parle de contrat, on parle de règles de concurrence. Et quand on parle de libéralisme, on parle aussi de règles qui doivent être les mêmes pour toutes et tous. On est quand même dans un espace européen où il y a des règles de concurrence qui sont quand même avantageuses, on peut le dire, par rapport à d'autres pays ou d'autres États, d'autres régions du monde. Pourquoi l'arsenal juridique qu'on a actuellement ne peut pas répondre à ces problématiques-là? Il y a trois raisons. La première, c'est que l'arsenal en matière de concurrence est essentiellement un arsenal de procédures judiciaires. Alors, si vous prenez par exemple l'affaire Google Shopping et que vous interrogez sur combien de temps ça a pris entre le moment où on a ouvert une investigation et le moment où il y a eu une décision qui n'est d'ailleurs pas encore définitive puisque c'était tribunal de première instance, c'était 10 ans.
Alors, 10 ans, c'est très bien parce que ça permet de respecter les droits de la défense, etc. Mais on est dans un secteur dans lequel ce n'est pas opérationnel comme instrument. Ça, c'est le premier point. En 10 ans, ils ont le temps de faire des choses. Bon, alors, c'est vrai que Google Shopping était particulièrement important, mais enfin, si on prend Google Android, par exemple, il s'est déjà passé pratiquement 5 ans et on n'est qu'au premier niveau de la juridiction. Il faut rajouter encore 3 ans pour la Cour de justice. Bon. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est que la configuration qu'on a décrite permet à un certain nombre de très grands acteurs une multiplicité de pratiques différentes qui ont toutes le même effet, soit d'exploitation des utilisateurs, soit d'exclusion des concurrents. Un jour, c'est je change les conditions de licence. Un autre jour, je joue sur la compatibilité entre mes logiciels et l'infrastructure d'autres, etc. Ce qui veut dire qu'à partir du moment où on peut condamner effectivement une pratique, rien n'empêche, compte tenu de la configuration du secteur, de passer à une autre pratique. Et donc, c'est 10 ans multipliés par un très grand nombre de possibilités de pratiques. Et puis, il y a un troisième problème. Alors, lui qui a émergé, je dirais plus généralement avec l'émergence ou le développement du secteur digital. Le droit de la concurrence, que ce soit en Europe ou en France, n'est activable que dans des conditions assez particulières. Soit il y a une entente, ici on ne parle pas tellement d'entente, plutôt de mésentente d'ailleurs, soit il y a une position dominante. Mais comme j'ai expliqué tout à l'heure, il n'y a pas besoin pour une entreprise d'avoir une position dominante sur le marché dans son ensemble pour être capable de capter ses utilisateurs. Elle a en fait une position dominante vis-à-vis de ses utilisateurs, même si elle n'a pas une position dominante sur le marché. Bon. Et c'est de là que vient le problème de concurrence. En d'autres termes, c'est quand elle verrouille ses utilisateurs. C'est un contrôleur d'accès par l'intégration entre l'infrastructure, la plateforme et les logiciels, ce qui est une logique différente de la logique du droit de la concurrence qui, lui, ne s'intéresse qu'aux entreprises qui dominent totalement un marché. Donc ça veut dire qu'il y a un certain nombre d'entreprises qui échapperaient, qui peuvent mettre en œuvre ce genre de pratique et qui échappent au droit de la concurrence parce qu'elles n'ont pas au sens formel, une position dominante sur un marché, mais néanmoins, elles tiennent dans leur dépendance à la fois des entreprises qui voudraient migrer vis-à-vis d'un autre fournisseur d'infrastructures ou dans leur dépendance des clients qui sont natifs de chez elles, mais qui ne peuvent pas envisager la concurrence d'autres fournisseurs d'infrastructures. Donc, c'est quand même un instrument qui est difficile à mettre en œuvre, qui est long et qui est partiel. Très limité, du coup. Merci beaucoup. Monsieur le ministre, du coup, il y a une lettre qui a été envoyée par des représentants belges, néerlandais, français, dont le SIGREF, allemand, aux parlementaires européens cette année, qui les presse justement d'agir pour aller à l'encontre de ces pratiques abusives. On est en pleine négociation sur le Digital Markets Act en ce moment. À votre avis, comment il faudrait structurer les règles européennes concrètement pour justement protéger ces entreprises ? Je pense que le combat pour une concurrence équitable peut aboutir. Ce n'est pas la même chose que la question de la puissance. Sur le vrai terrain de la géopolitique que vous avez rappelé d'ailleurs, le monde est dominé par les États-Unis qui ont gagné en 1945. Il vaut mieux que ce soit eux qu'Hitler, naturellement. Et je rappelle qu'ils s'étaient alliés à Staline pour gagner par rapport aux errements manichéens et moralistes d'aujourd'hui. Bon, alors sur le terrain de la puissance, très compliqué, les Européens. C'est pour ça que je ne sais pas jusqu'où on va pouvoir aller dans les autres domaines, parce qu'il y a une sorte d'inhibition européenne par rapport à ces questions de puissance, et donc on est soumis à tous les phénomènes qui ont été décrits, qui sont vrais aussi en matière d'armement. Les avions américains, qui sont extraordinaires, quand ils sont exportés, ils ont été rentabilisés sur le marché américain. Enfin, c'est vrai dans tous les domaines. Mais sur le terrain particulier de la concurrence, si on ne met pas trop en avant, parce que ça fait peur aux Européens, ça, la notion de la puissance en général, l'europuissance, la défense européenne, ça leur fiche la trouille. Donc on est bloqué très vite. Mais sur le terrain de la concurrence, l'Europe s'est tellement construite, ou croit s'être construite sur des règles équitables, sur le droit, des choses comme ça. En fait, c'est un sous-produit du plan Marshall, la construction européenne, en fait, historiquement. Mais les Européens croient beaucoup à ça. Donc ça peut avoir un certain résultat. Et donc on peut aboutir, comme il y a eu quelques textes européens importants qui du coup pèsent
non pas que les Européens aient la volonté de puissance, ils ne l'ont pas, c'est tout le problème d'ailleurs, mais que l'entité européenne, l'économie européenne pèse quand même d'un vrai poids par rapport aux règles mondiales. Donc quand on arrive à se mettre d'accord sur certaines règles, même si on a un peu peur de nous-mêmes, enfin les Européens, ça pèse énormément. Donc je suis, disons, prudemment optimiste sur les résultats de ce type de démarche, si on est vraiment dans le terrain que le professeur, sur le terrain que le président a décrit. D'accord, merci. Alors, Tariq, tu voulais réagir? Oui, juste une petite chose, parce que justement, on se demande toujours, on parle de cloud, mais on a beaucoup parlé d'IA, on a aussi comparé les différents investissements de la Chine, des États-Unis et de l'Europe. Mais en tout cas, pour moi, à titre personnel, je suis persuadé que l'IA est une technologie essentiellement militaire, puisque tout ce qu'on invente finit à la fin dans le F-35 américain. Et Peter Thiel le disait d'ailleurs très bien. Il disait pas que là, c'est hybride, on va dire. Oui. Technologie hybride, c'est les deux. Oui. C'est pas que le F-35. Bien sûr, mais c'est oui, bien sûr, c'est une technologie duale. Mais ce qui est fascinant, c'est qu'il disait que quand Google travaille avec la Chine, les résultats des recherches de Google vont se trouver dans la copie chinoise du F-35 et qu'à un moment donné, au bord de Taïwan, on aura un F-35 américain et un F-35 chinois qui sont basés sur les technologies essentiellement militaires. Parce que quand on regarde l'IA, quand on regarde la guerre autonome, c'est essentiellement, quand on voit les investissements, il ne faut pas oublier que derrière, quand la Chine a des investissements colossaux, il suffit de regarder aussi ses investissements dans plein d'autres domaines militaires. C'est ça qui est lié. Mais par contre, je voulais juste revenir sur l'idée du cloud. C'est que le cloud, c'est essentiellement du logiciel. C'est aussi de l'intégration de machines. On a ici des gens, on a la chance d'avoir en Europe les leaders mondiaux des opérateurs de cloud, que ce soit OVH, Scaleway, Outscale, qui sont présents. Mais c'est essentiellement du logiciel. Et ce qui est fantastique avec le logiciel, c'est qu'on n'a besoin de rien d'autre que d'une table, d'un ordinateur et de jus de cerveau. Et on a une capacité, on pourrait être le leader mondial, la France, je ne parle même pas de l'Europe, le leader mondial du logiciel, si on se donnait les moyens de nourrir ce savoir, mais surtout de créer des modèles, de montrer, en fait, il ne faut pas oublier que la puissance américaine actuelle du cloud, c'est quoi? C'est le web inventé en Europe, c'est Linux inventé en Europe, c'est Python inventé en Europe, c'est MySQL inventé en Europe. Il faut se rappeler que Amazon Web Services n'existe que grâce à Linux. S'il n'y avait pas eu Linux, ils étaient morts en 2002, je crois, puisqu'on leur a. C'était exactement un problème de concurrence et de licence Oracle qui les a fait basculer dans le cloud. Donc on a intégré cette puissance, on a un vrai savoir-faire, et c'était juste une petite chose que je voulais dire, c'est que dans le domaine du logiciel, par contre, qui au-delà de la puissance dans la création pure, comme on l'a été pour la culture, nous pouvons être un véritable leader. Merci Tariq. Alors Alain, du coup, pour revenir sur la possibilité de nouvelles règles européennes, qu'est-ce qu'un éditeur en attend en fait aujourd'hui pour se sentir, on va dire, d'égal à égal face à c'est un peu compliqué, hein, face à des concurrents qui n'ont pas du tout la même taille? Justement, je pense que ça a été très très bien expliqué là, c'est qu'on voit bien que les délais, moi je parle souvent dans le numérique en année chien, c'est-à-dire que c'est comme les chiens, vous savez, ils ont 10 ans, il a 70 ans, il est vieux ton chien. Bon. C'est pareil pour le numérique, 10 ans, c'est 70 ans. Donc effectivement, c'est extrêmement long et on voit que les positions peuvent largement se mettre en place. Pire que ça, c'est que quand au bout de 12 ans de procédure, effectivement, par exemple là, j'ai repris, allez sur la page de Wikipédia des procès, par exemple de Microsoft, Google, c'est édifiant parce que moi, je n'avais même pas en tête, oui, pourtant je suis dedans, même pas en tête toutes les fois où ils ont été condamnés par l'Europe extrêmement fortement, mais en fait, ça coûte rien. Moi, Google, le dernier, par exemple, qu'il a eu avec 2 milliards de pénalités sur 10 ans donc, de prédation de marché, qui l'amène quand même à être une boîte à 2000 milliards, okay, c'est l'équivalent, en ramenant son chiffre d'affaires à un smicard à qui il aurait fait 2 excès de vitesse par an. Voilà. Alors, je ne dis pas qu'il faut faire 2 excès de vitesse par an, ce n'est pas mon propos, c'est juste pour ramener le fait que même la condamnation les fait doucement rigoler. Et donc, c'est là où effectivement le DMA peut vraiment changer les choses. Et c'est là où la question, la place de l'Europe, en tout cas, comme le disait très bien Hubert Védrine, sur la question de cette idée d'anticoncurrence et d'égalité de traitement commercial. Et ça, effectivement, l'Europe se sent légitime là-dessus. Et donc là, on a par exemple Thierry Breton qui pousse ça, et je trouve que c'est une très très bonne chose. Et c'est quoi le principe? C'est les fameux gatekeepers, c'est-à-dire le fait de dire, par définition, avant d'attendre 10 ans, je te donne des obligations, parce que justement tu as des grands pouvoirs, tu as donc des grandes responsabilités, hein, pour reprendre
la formule consacrée en ce moment. Et donc, ça, moi, je crois que ça peut vraiment, effectivement, changer les choses. Mais faut-il encore que ce soit vraiment appliqué? Par exemple, nous, si on prend déjà, appliqué très tôt, et 2, que ce soit tout le scope. Il faut voir qu'aujourd'hui, et ça, c'est l'autre problème de l'Europe en termes de positionnement, là, on a déposé justement un amendement pour ramener ce que les enterprise software, les logiciels, on n'a pas arrêté de parler de ça depuis tout à l'heure, rentrent dans le DMA. On n'est pas sûr qu'ils y soient. Il y a des lobbies effectivement qui poussent pour que ce soit sorti. Pourquoi? Parce qu'il y a des intérêts divergents et l'Europe s'est toujours intéressée d'abord au consommateur final plutôt qu'à l'industrie européenne. Et ça, c'est un problème de fond. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si on s'intéresse à l'utilisateur final, finalement, Google gratuit, Facebook gratuit, c'est super. Et on ne se marche pas sur la règle de concurrence. Et on se marche pas sur... Voilà. Et le problème, c'est qu'après, ça amène des effets délétères sur nos sociétés économiques. Là, on en parle. Mais par exemple, si on reprend l'histoire de Facebook, c'est le rapport, la liberté, la démocratie. Enfin, je ne veux pas ouvrir ce débat au-delà de ça. Mais on voit bien qu'en fait, l'Europe, en étant juste centrée sur le consommateur final, finalement, se comporte comme un supermarché. Et ça n'amène pas forcément à tirer l'Europe vers le haut, et en particulier l'industrie. Donc moi, je dis que là-dessus, il faut qu'il y ait un déplacement de curseur pour que l'Europe s'intéresse à l'industrie européenne et pas qu'aux consommateurs européens. Justement, et ça nécessite effectivement une transformation du logiciel interne de l'Europe. Et le DMA peut être l'occasion de ça, mais je peux vous dire qu'en ce moment, voilà, je vois des gens qui font comme ça dans la salle. C'est dur parce que les lobbies en face sont très, très, très nombreux et puissants, et ce qui est logique. Ils ont la force de leur capacité, les GAFAM, là-dessus. Voilà, donc voilà où je mettrai le curseur de ce qui peut changer. Alors, c'est vrai qu'en année chien, ça fait beaucoup, la transformation du logiciel interne de l'Europe. Monsieur le ministre, vous voulez réagir à ces propos? Oui, mais pour aller dans votre sens, monsieur, parce que c'est évident que c'est un marché, l'Europe. Ça a été conçu comme tel. Il y a la protection qui est celle de l'Alliance Atlantique, demandée par les Européens, qui ont supplié les États-Unis, qui ne voulaient pas. C'est l'arbitrage du président Truman qui fait qu'il y a eu un traité d'Alliance Atlantique, puis une organisation, le haut de OTAN. Et après, ce qui est venu après, dans la foulée donc longue du plan Marshall, c'est le marché commun, marché. Après, marché unique. Et l'idéologie du consommateur a dominé les travaux de la Commission ou les arbitrages de la Cour de justice. Donc pour revenir maintenant à l'idée d'une politique industrielle bien pensée, chaque fois que les Français disaient ça depuis très longtemps, on leur disait oui, c'est du colbertisme, c'est du gaullisme, blablabla. Bon. Et, de toute façon, De Gaulle avait raison. Mais bon. En tout cas, la réaction des autres est hostile à ça. Ce n'est que maintenant, au sein de cette commission, avec Mme von der Leyen et Breton et 2 ou 3 autres, qu'on commence à parler d'une éventuelle politique industrielle, moderne, intelligente, pragmatique. Après tout, pour faire démarrer le nucléaire français, il a fallu une licence américaine. Hein. Bon, donc il ne faut pas être non plus binaire sur le sujet. Mais ce n'est que maintenant. Mais l'évolution récente de cette commission, voyons si ça va se propager, si ça va être relayé par les gouvernements importants, est encourageante. Merci. Alors, Frédéric Génie, juste petite question. Déjà, définir un peu ce que c'est, parce qu'on en a beaucoup parlé, le Digital Markets Act. Quel est le cadre juridique de ces dispositifs? Et puis, est-ce que, selon vous, finalement, il y a la possibilité dans ce texte, dans ces ensembles de textes, de mettre en place des règles concrètes qui protègent les éditeurs, enfin les acteurs B2B, et lesquels, en fait, il faudrait écrire? Et alors, je vais revenir un tout petit peu sur ce qui a été dit avec un angle légèrement différent. Le constat que je faisais tout à l'heure, qui consistait à dire que le droit de la concurrence, c'était bien, c'était intéressant, mais enfin, c'était un instrument qui était particulièrement difficile à mettre en œuvre. Ce n'est pas uniquement un constat que vous faites dans votre industrie, etc. C'est un constat qui a été fait au niveau de la Commission et au niveau d'ailleurs des autorités nationales de concurrence. Et donc l'idée qui sous-jacente au DMA, c'est de dire il faudrait peut-être qu'on se dote d'un instrument complémentaire qui permettrait d'intervenir ex ante plutôt que d'avoir un instrument dans lequel simplement on sanctionne des infractions ex post.
Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, je me sépare un peu de ce qui a été dit sur l'angle consommateur. Ce que vous avez dit, c'est tout à fait vrai sur le droit de la concurrence en général et européen en particulier. C'est un peu moins vrai en ce qui concerne le DMA, mais je voudrais soulever 3 points sur le DMA. Le premier point, c'est qu'il y a un vice de construction dans le DMA. C'est-à-dire que plutôt que de réfléchir finalement quel est le fondement du problème et donc comment, si je veux intervenir ex ante, comment est-ce que je vais le faire, la Commission a dit je vais prendre toutes les décisions que j'ai prises dans le passé et puis je vais les généraliser pour le futur en les transformant en réglementation pour le futur. Alors, le problème, par exemple, c'est qu'il n'y a pas eu tellement d'affaires de cloud dans le passé et donc, du coup, il n'y a rien sur le cloud dans le DMA, puisqu'on s'est fondé sur des décisions antérieures qu'on a essayé de généraliser, de temps en temps pas forcément bien. Donc, ce n'est pas une très bonne approche. Une meilleure approche aurait été de dire, analytiquement, quels sont les problèmes de concurrence ou de déloyauté qui se posent et comment est-ce que je peux les résoudre par une intervention ex ante. Le deuxième problème que je vois dans le DMA tel qu'il est à l'heure actuelle, dans cette proposition donc, de réglementation, c'est que la Commission dit, deuxièmement, je vais quand même me simplifier la vie, c'est-à-dire je conçois bien qu'il y a des problèmes de contrôleurs d'accès, de gatekeepers, mais je n'ai pas envie d'avoir des norias de saisine ou des norias d'entreprises à contrôler. Donc je prends une définition de ce que c'est qu'un gatekeeper, en disant je ne m'intéresse qu'aux très grands gatekeepers. Et je mets des seuils quantitatifs. Ce qui est absurde parce que les gatekeepers, comme le cloud le montre très bien, ça peut être des entreprises très grandes, mais ça peut être aussi des entreprises qui sont faibles. C'est une question d'intégration, et ce n'est pas une question de taille. Alors le résultat, c'est qu'il y a toute une série de problèmes qui ne sont pas traités. Il y a un problème dans l'automobile, dans la voiture connectée, dans lequel il y a également des gatekeepers. Il y a des problèmes dans le cloud qui ne sont pas traités. Et non seulement ils ne sont pas traités, mais tel que le texte existe à l'heure actuelle, il y a des entreprises comme Google Cloud, par exemple, dont il n'est pas du tout sûr que le DMA lui serait applicable. Ou IBM Cloud, pour prendre un autre exemple. Pourquoi ? Parce que les seuils quantitatifs sont tellement élevés que ça exclut des gens pour lesquels le problème se pose. Si on pense qu'il y a un problème de contrôleur d'accès, c'est un peu absurde de limiter le problème à simplement de très grandes entreprises, parce que le problème du contrôle d'accès peut se poser à différents niveaux. Et puis le troisième point, c'est le focus. Alors c'est là où je me sépare un peu de ce qui a été dit avant, c'est-à-dire c'est le problème, les questions qui ont été posées dans les décisions passées ont été des problèmes très spécifiques dans lesquels il y avait une plateforme, il y avait des utilisateurs de la plateforme, et les utilisateurs de la plateforme pouvaient être en concurrence avec la plateforme. C'est tous les complémentaires qu'il y a dans les écosystèmes vis-à-vis de la plateforme. Ce qu'on n'a absolument pas envisagé, c'est la concurrence entre les écosystèmes. Et on s'est uniquement focalisé sur la concurrence à l'intérieur d'un écosystème. Mais quand on pense au problème du cloud, ce n'est pas un problème de concurrence à l'intérieur, c'est-à-dire les clients de AWS ou d'autres ne vont pas devenir concurrents de AWS, mais c'est un problème purement et simplement de contrôle d'accès, c'est-à-dire de concurrence qu'il peut y avoir entre AWS et puis des offreurs de services par ailleurs. Et cet aspect-là, c'est un aspect qui n'existe pas dans le DMA à l'heure actuelle. Pourquoi ? Parce qu'on est parti de décisions antérieures qui posaient une autre problématique. Et faute d'une réflexion générale, on ne les a pas intégrées. Merci beaucoup pour vos lumières. Tariq, tu voulais réagir également sur ce sujet ? Oui, juste 3 petits points. Le premier, concernant justement le DMA-DSA, mais aussi le RGPD. Un des problèmes qu'on a, c'est que je ne suis pas certain que le droit résout les problèmes des entrepreneurs, mais c'est plutôt la technologie. Le RGPD, l'article 20, parle de portabilité des données. Aujourd'hui, une des raisons pour lesquelles je me suis mis un peu en pause entrepreneuriale, c'est que jusqu'à maintenant, je pouvais faire ce que je voulais sur le web sans avoir à demander à Apple, à Google, qui va me prendre 30% au passage, à Google Cloud, Amazon Cloud, à tel acteur, d'avoir accès à non pas à un savoir-faire, mais à un droit d'accès. J'utilisais une technologie ouverte qui s'appelle le web. Et aujourd'hui, tant qu'on ne comprend pas que la portabilité, c'est-à-dire la possibilité pour un utilisateur ou une entreprise de prendre ces données d'un point A et de les amener à un point B, sans friction juridique, technique, économique, parce qu'aujourd'hui, sortir ces données du cloud américain, ça coûte
très très cher. Travailler dedans, c'est formidable, mais dès qu'on veut en sortir, là, on est facturé au maximum. Donc ça, c'est un vrai sujet, c'est que le RGPD doit être appliqué et doit être étendu, et on doit donner ce nouveau droit aux consommateurs, la possibilité demain de prendre ces données et de les amener ailleurs. On l'a fait avec la téléphonie, on l'a fait avec la banque, on doit le faire avec ça. La deuxième chose, je voulais revenir sur cette question justement de la souveraineté numérique. On parlait de Gaulle, mais ce qui est fascinant justement avec le plan Marshall aussi, c'est que les deux pays qui ont décidé d'avoir une industrie informatique, c'était l'Angleterre et la France, pour deux raisons simples. C'est que c'est les deux pays qui ont décidé d'avoir une bombe atomique et on leur a interdit l'accès à certaines machines. Ça a été le départ du plan calcul. Alors il y a eu des choses incroyablement intéressantes, notamment la création de l'INRIA et d'une filière logicielle de très haut niveau. Mais ce qui est fascinant, c'est que cette autonomie numérique, elle est très importante pour l'Europe parce que le logiciel, ce n'est pas que de la technique, c'est culturel. Moi, ce qui m'a fasciné en arrivant dans la Silicon Valley, c'est de voir des gens du monde entier qui construisaient un logiciel ensemble. Et donc, culturellement, c'était quelque chose qu'on ne savait pas faire en France, qu'on ne savait pas faire d'ailleurs dans le Midwest. C'est une raison pour laquelle le software, alors qu'on sait bien que le Texas a été dans les années 80 avec Compaq, avec tout ce qu'on appelait la Silicon Prairie, un des lieux du hardware et Texas Instruments. Mais le software s'est fait en Californie parce que c'était quelque chose de culturel. Et aujourd'hui, vu que le logiciel nous entoure, il nous entoure avec le cloud et va nous entourer encore plus avec tout ce qu'on appelle l'ambient computing, c'est-à-dire finalement l'ordinateur, c'est l'éther. Quelle culture, quelle vision veut-on? La manière dont on développe du logiciel en Europe, qui est une vision humaniste, Linux a été créé en Europe parce que c'était aussi une vision humaniste, c'est de dire que la technologie est ouverte à tous, profite à tous. La vision américaine était différente, elle est construite sur l'utilisation de technologies qui sont essentiellement d'ailleurs du public, puisque tout ce qui a été fait dans la Silicon Valley, il n'y a pas un truc dans l'iPhone qui n'a pas été financé par l'État américain et européen d'ailleurs. C'était une vision différente. Mais pour revenir à la question de l'accès au marché, on dit que l'Europe est un marché, certes, mais aujourd'hui, aucune des entreprises qui sont ici présentes et qui sont des très bons acteurs du cloud n'a accès à un marché public américain. Je ne parle même pas des marchés publics chinois, c'est de la science-fiction. Et d'une certaine manière, ce qui me fascine, c'est qu'on est sorti de ce qu'on appelle l'ère clintonienne de l'Internet. Dans les années 90, le monde était plat. Je crée ma boîte en Californie, je la déploie aux US et le monde entier est à moi. Aujourd'hui, quand vous voulez opérer en Russie, si Poutine vous dit d'enlever les applications Navalny, Apple le fait. Si vous allez en Chine, vous avez un certain nombre de choses à faire si vous voulez faire du business. Des sociétés ont décidé de ne pas le faire. Google, à un moment donné, s'est retiré. LinkedIn vient de se retirer. LinkedIn a découvert qu'on ne pouvait pas être un média en Chine, donc ils sont partis. Apple est là et accepte un certain nombre de conditions. Et donc, en fait, ce qui va être un vrai sujet pour l'Europe, c'est quelles sont les conditions pour ces acteurs pour opérer. Et ce ne sont pas uniquement des conditions techniques et légales, ce sont aussi des conditions au niveau sociétal. Pourquoi tout le monde veut venir en Europe? C'est que c'est quand même un endroit où on vit bien, dans le monde physique, j'entends. Or, aujourd'hui, on a une schizophrénie parce qu'on est dans le monde européen, dans le monde physique, et dans un monde de la Silicon Valley qui est aussi un monde de l'optimisation, de cette idée qu'on va exploiter notre capacité de cerveau d'accélération permanente, qui est en fait un leurre, puisque dans la réalité, tous les outils dont on parle, et les gens le savent bien ici, on utilise Google Docs et tous ces outils depuis 20 ans, donc il n'y a rien de véritablement nouveau. Par contre, toute notre construction de pensée, et c'est ça qui est important, c'est que le succès de Tesla et de Google, mais essentiellement, là, je vais prendre le cas de Tesla. Tesla, c'est une société qui a accepté de reprendre la complexité. C'est très dur. Ils ont fait leur propre filière de batterie. Ils sont partis de ce qu'on appelle le first principle. Et donc, c'est parce qu'ils ont géré la complexité qu'ils sont leaders mondiaux. Aujourd'hui, avec les puces, je ne sais pas si vous avez suivi, ils sont avec une équipe spécialisée qui regarde quelles sont les puces à disposition. On construit une voiture un peu sur mesure en utilisant ce qu'on a. On la vend. Il y a parfois des choses qui manquent. Vous avez aujourd'hui des prises USB qui manquent, mais qu'ils installeront plus tard. Renault a en fait exporté à une filiale en Bulgarie qui est censée faire la même chose, mais qui n'a pas la même réactivité. Résultat, on a expiré toutes les heures de RTT et
Renault va mettre les usines au chômage parce qu'on n'a pas la même façon d'appréhender la complexité. Et ça, c'est un truc qui s'est fait dans les années 90 et qui est un scandale. C'est qu'on a outsourcé toutes nos industries. Alcatel était le leader mondial des télécoms. Qu'on a outsourcé la complexité et qu'on a dit on va devenir des managers de la complexité. La réalité, c'est qu'on a perdu ce pied avec ça. Et quand on opère dans le cloud américain, et je terminerai juste là-dessus, je donne toujours l'exemple des Lego et des Duplo. Vous savez, les petits Lego et les gros Duplo. Aujourd'hui, quand on veut faire quelque chose de simple, il faut utiliser des outils complexes. Et quand vous utilisez des grosses briques qui sont déjà prédigérées, puisque le cloud, vous savez, il y a deux types de cloud, opérer et manager. Manager, ça veut dire, ce sont les Duplos, ça veut dire qu'on a fait les choses pour vous. Ça veut dire que l'entreprise A qui utilise les technologies d'Amazon et l'entreprise B qui utilise les mêmes technologies d'Amazon n'ont aucun avantage concurrentiel. Elles ont exactement les mêmes briques. L'entreprise C qui développe tout de A à Z a, elle, un avantage parce qu'elle a... Après, ça réclame évidemment des bons ingénieurs, ça demande un vrai savoir-faire. Et donc, il y a un vrai sujet là-dessus, c'est que derrière tout ça et derrière le droit, il y a un problème de reprendre le contrôle de la technologie et des normes, et la deuxième, de savoir dans quel monde on veut vivre numériquement. Alors, on va essayer d'être un peu optimiste quand même aujourd'hui, si c'est possible. Monsieur le ministre, on a quand même eu un règlement général sur la protection des données qui a porté des fruits intéressants et qui a notamment inspiré d'autres pays et d'autres régions dans le monde. Est-ce que vous pensez que ce serait possible qu'on en arrive là aussi avec des règles de la concurrence ? Peut-être. Rien de ce qu'on a dit sur les États-Unis qui dominent le monde, à part la Chine, rien de ce qu'on dit sur l'euro empêche ça. Donc on peut avoir cette perspective. Mais je pense qu'on y arrivera d'autant mieux qu'on ne le fera pas à la française. C'est-à-dire sans proclamation inutile, vous voyez ? Donc je pense qu'on n'a pas intérêt. Sur les sujets sur lesquels vous revenez, il y a toujours un décalage extraordinaire entre le discours français, les évidences françaises, le bon sens, et les autres Européens, qui ne sont pas du tout sur cette ligne. L'Europe n'a pas du tout été conçue pour être une puissance. On a ce décalage. Dans certains domaines particuliers, et le RGPD est un bon exemple, oui, il y a eu des avancées, beaucoup d'idées françaises, un accord entre Européens finalement, et c'est très très bien, très bien. Mais je ne crois pas qu'il faille tambouriner sur le sujet, vous voyez ? Pas de tam-tam, parce que les autres Européens se rétractent dès qu'ils ont l'impression qu'on veut les pousser vers l'idée d'une affirmation de puissance européenne. Ça leur fiche la trouille. C'est ça la vérité. C'est cher, c'est dangereux, ils ne veulent pas. Ça les amène à s'affronter à une sorte d'empire américain hégémonique. En plus, les Européens, ils sont un peu nigauds, ils ont cru énormément à la mondialisation, alors que les Américains ont joué de la mondialisation, qui était une sorte d'américano-globalisation, et ils ont gardé les réflexes de la puissance, eux, la mentalité de la puissance. L'audace de faire des sanctions extraterritoriales, qui sont un scandale absolu. Mais l'Europe n'a jamais été capable de se doter d'un système comparable pour négocier, etc., etc. Donc les autres Européens sont comme ça. Ils sont encore à des années-lumière de ce que l'on pourrait souhaiter, sauf dans quelques cas particuliers. Donc quand il y a une réussite, il faut la prendre, s'appuyer dessus, aller plus loin. Et je l'ai dit tout à l'heure, je pense que le terrain de la concurrence, en plus c'est la religion dominante, donc ils ne peuvent pas, les Américains s'y opposer frontalement, ils peuvent sournoisement s'y opposer, mais vous voyez, le contourner. Donc c'est un bon terrain, mais ne le proclamons pas, ne faisons pas trop avançons en essayant sans arrêt de convaincre les Européens les moins proches de nous par rapport à ça. Parce que ce n'est pas l'Europe. L'Europe, on ne sait pas qui c'est. Les Européens, oui, on voit qui c'est. Ils sont rarement d'accord sur quoi que ce soit. Donc il faut les convaincre, les ramener, les faire converger et avancer. Sous ces réserves, oui, je suis d'accord avec votre commentaire. C'est plus difficile d'ailleurs. Frédéric Génie, vous vouliez réagir ? Oui, je voulais réagir à ce que vous avez dit, c'est-à-dire je ne voulais pas dire que j'avais une vue pessimiste des choses. Je n'ai pas dit ça. Non, vous n'avez pas dit ça, mais enfin ça peut être... Je réagissais au propos de Tariq. Je pense que le projet de DMA, d'abord le Digital Market Act, pour l'instant c'est un projet qui est ouvert à discussion, mais je pense qu'il est perfectible. Et que, justement, enfin, tout à l'heure, je faisais la liste d'un certain nombre de pratiques qui sont, franchement, qui apparaissent comme étant très déloyales ou assez anticoncurrentielles. C'est assez facile, à partir du moment où on prend une optique un peu différente de celle qu'il y a, mais ça fait partie de la discussion qui a lieu à Bruxelles en ce moment, de dire, ben voilà, pour des gens qui sont des contrôleurs d'accès, a priori, sauf si vous nous apportez des justifications particulières,
tel type de pratique, la vente liée, tel type de pratique, la multiplication des licences, etc., sont interdites. Donc, il y a des solutions. Simplement, je dis, le DMA tel qu'il est à l'heure actuelle n'est pas formaté pour résoudre ces problèmes. Donc, il faut qu'il y ait une action, une discussion sur l'extension, en fait, de cette logique. Juste une question pour Alain Garnier, ce qu'on ne vous avait pas entendu depuis un petit moment. Donc, en tant qu'éditeur, vous n'avez pas peur justement que ces règles, si elles deviennent finalement trop strictes, puissent aussi avoir un effet pervers, c'est-à-dire contraindre les éditeurs. C'est un peu le paradoxe, en fait, dans cette histoire. Alors ça, c'est le grand danger. Si on parle de la question justement d'essayer de retrouver cette question de souveraineté par la confiance, hein, le gouvernement d'ailleurs a joué sur ces mots-là. Il a dit maintenant on va faire le cloud de confiance. Et derrière confiance, il dit bah, tiens, on va mettre des normes. Et là, effectivement, il y a plusieurs façons d'avoir confiance. Soit effectivement on le fait de manière normative et déclarative. Et dans ces cas-là, c'est pas compliqué. C'est les plus gros et qui savent faire du papier et payer des juristes qui vont gagner. Et donc, qui sont les plus gros dans la salle ? Je pense qu'on en a un peu parlé. Donc, on sait qui va gagner. Et ça, c'est une catastrophe. Parce que si on reprend ce que c'est Tariq sur la question de la complexité, la confiance vous allez dans un restaurant, c'est quoi ? C'est la confiance dans le fait que vous ayez une barquette qui va être ouverte et passer au micro-ondes parce qu'effectivement, il y a eu un label sur la barquette. Ça, c'est quand on consomme du cloud justement américain. Donc, ça va vite. Hein. Et effectivement, en 2 minutes, vous avez un plat, nickel. Ou est-ce que c'est le fait d'avoir fait la complexité d'avoir un cuisinier, de gérer une cuisine et de fabriquer son truc de A à Z? Et là, vous avez confiance dans le restaurant qui est là. On est vraiment sur ces questions-là et à l'échelle industrielle. Et le point est que... Ça ne veut pas dire qu'on maîtrise l'origine des produits. Ben justement, plus on va loin dans la chaîne, si on prend par exemple les grands GAFAM, ils maîtrisent jusqu'au déploiement même du hardware. C'est ce qu'on vient de dire. Et moi vraiment, ma conviction là-dessus, c'est que il vaudrait mieux aller vers une confiance by design qui serait de dire, premier temps, c'est d'abord la question justement du contrôle de la filière. Mais contrôle parce qu'on est design en Europe, on construit en Europe, on est ici. Ça construit aussi une confiance, mais aussi un développement économique. Il ne faut jamais oublier ça. Et c'est ce qu'attendent aussi en plus tous les concitoyens et tous les gens avec lesquels on est. Et ça, sans que ce soit normatif. Et ensuite, au-delà d'une certaine taille, alors là, effectivement, on peut passer dans la logique gatekeeper, DMA, et avec toutes les réserves que vous avez données, sur lesquelles je suis entièrement d'accord. Le DMA n'est pas l'ultimate arme contre ça, mais au moins, c'est une moins pire arme que ce qu'on a jusqu'à présent, qui, comme on l'a vu, est assez catastrophique. Donc oui, n'allons pas trop sur le terrain de la norme. Par exemple, en France, on est en train de partir sur Secnum Cloud. Alors là, on en met voilà, jusqu'au plafond. Le truc, c'est que c'est, à mon avis, une FBI, une fausse bonne idée. Je me permets de le faire, vu qu'on parle beaucoup des Américains. Pourquoi ? Parce que Secnum Cloud, on va penser être les seuls à l'avoir. Et puis, là, par exemple, par le truchement juridique d'une petite JV et de 3 beaux cabinets américains, bah, vous aurez tout simplement que tous les GAFAM vont être Secnum Cloud en 2 minutes 12. Puis on dira, oh, c'est ballot, parce qu'on a fait travailler toute la filière pour ça. Et ils vont nous enlever le drapeau en un coup. Là-dessus, je pense qu'il y a une naïveté, vraiment une naïveté française. Et ce que disait Tariq, est-ce qu'un Français a vendu au ministère américain, sauf à être dans le Delaware ? Bah, jamais. Donc à un moment donné, il faut remettre les choses. Tambour, trompette ou pas, ça, moi, je serais plus quand même, alors c'est mon côté rock'n'roll, peut-être avec un peu plus de tambour, parce que je pense que le changement, à un moment donné, de mentalité, si on veut gagner l'opinion, il faut faire du bruit. On ne gagne pas une campagne d'opinion simplement à bas bruit. Mais par contre, ce qu'il faut, ce n'est pas des tambours sans des actes. Parce que la question, c'est quels sont les actes juridiques qui vont poser les pierres de notre souveraineté de demain. Et effectivement, si on fait que du tambour, alors là, on est effectivement des saltimbanques. Ce qu'il faut juste souligner, c'est qu'on en connaît des acteurs français qui ont réussi à vendre à des Américains. Il y a des gros Américains. Sauf que leurs VC, ils ont simplement dit, il n'y a pas de souci, mais vous mettez votre HQ en Californie. Mais bien sûr. Donc c'est... Tariq. C'était même dans les termes de mes différentes boîtes que j'ai eu essentiellement des VC américains, les mêmes VC que Facebook. Et ça fait partie des termes. Tout est déjà défini dès le départ jusqu'à l'IPO au cas où. Oui, déjà, je voulais dire que le cloud est riche en métaphores. Hein. Je ne la connaissais pas, celle-ci. L'autre chose, c'est qu'effectivement, on a aujourd'hui un triple problème. Le premier, c'est que c'est la première fois dans l'histoire du numérique qu'on a un gouvernement qui nous dit, par la voix d'un certain ministre, que nous ne sommes pas bons. Ça, c'est nouveau.
Ou une autre façon de le dire, c'est vous êtes très en retard. C'est une façon de dire, en fait, vous n'êtes pas bon. Et quand on nous dit, mais pourquoi? C'est parce que les autres investissent 20 milliards, 30 milliards. Donc ça, c'est un premier problème. Ça, c'est nouveau. La deuxième chose, et tu l'as brillamment expliqué, c'est qu'on est en train de bureaucratiser le cloud. C'est-à-dire que finalement, le cloud, qui était l'outil de la simplification, est devenu 700 points de contrôle. Enfin, il y a des gens qui, aujourd'hui, des grands acteurs qui ne veulent pas faire Secnum Cloud. Ils disent, si je fais ça, je tue ma boîte. Mes meilleurs ingénieurs, au lieu de bosser sur ce qui va exister dans 10 ans, vont aller répondre aux questionnaires, aux formulaires. Ça, c'est un vrai problème. Et puis, l'autre chose qui est importante, c'est que effectivement, on a tendance à, et je le répète encore une fois, à oublier notre héritage numérique français. On l'oublie, mais on a été leader dans les télécoms, on construisait un téléphone sur 3 dans les années 90. Qu'une grande partie des outils qui sont aujourd'hui dans l'iPhone, les brevets étaient chez Thomson, et un certain Premier ministre avait dit à l'époque, Thomson, ça ne vaut rien, ça vaut 1 euro. Parce qu'il ne connaissait que la partie matérielle et il n'avait pas conscience de tout ce savoir-faire. Et aujourd'hui, dans les technologies de cloud, on a un savoir-faire extrêmement précis. Encore une fois, je le répète, nous ne sommes pas en retard. Notre savoir-faire est dilué dans une 150 entreprises. Je crois que tu fais partie de Clydia, certaines personnes en font partie, ont listé toutes ces entreprises. Il existe des gros intégrateurs, des gros SS2C. Enfin, l'écosystème complet du consulting à la réalisation existe. Un des vrais enjeux, à mon avis, à la fois politique, économique, c'est une aventure, c'est de mettre tout ça en forme. Et après, il faut, et je terminerai là-dessus, une forme de réciprocité. Aujourd'hui, on n'a pas accès au marché public américain. Pourquoi les US? Que ce soit par le biais des franchises, ça ressemble un peu à des franchises de fast-food. On met le logo et puis tous les processus sont faits. Parce qu'il faut bien comprendre que dans les fameux accords dont on parle, avec Bleu et Thales, les machines arrivent avec des palettes, vous les branchez, vous les connectez au réseau, c'est des boîtes noires, vous n'avez pas le droit de les toucher. Et puis il y a des contrats qui sont, à mon avis, assez bien pensés pour que tous les problèmes sont pour vous et tous les avantages sont pour nous. N'oublions pas que c'est un système qui va défiscaliser en plus. Ça veut dire que si demain l'État utilise ce genre de solution, on va utiliser la défiscalisation des GAFAM que l'on critique de l'autre côté. Vous savez, le fameux double Dutch Irish passant par la Hollande. Et je voulais juste terminer pour dire qu'il existe 2 exceptions et qui me semble utile d'évaluer. Il y a l'exception de défense nationale et puis il y a aussi l'exception culturelle. Et pour moi, le logiciel est créé par des auteurs. C'est un produit culturel. Tariq, on a beaucoup parlé justement des éditeurs et des GAFAM versus les petits éditeurs français, qui ne sont pas forcément tous petits d'ailleurs. On oublie un peu aussi les DSI. Quel est leur rôle à jouer, les acheteurs quelque part? Et est-ce qu'ils ne peuvent pas aussi trouver un moyen de s'aligner avec les éditeurs français pour faire avancer la machine? Justement, Max Schrems, notre ami Max nous a bien aidé avec le Schrems 2. Soudain, beaucoup de DSI se sont rendus compte qu'en fait, jusqu'à maintenant, il n'y avait aucun risque à utiliser les plateformes américaines et qu'aujourd'hui, ils sont en situation possiblement, eux, de risque vis-à-vis des données qu'ils emploient, parce que je pense qu'il faut aussi utiliser l'avantage que l'on a avec... moi, je suis contre le Privacy Shield, tout simplement parce que je pense que pendant des années, les États-Unis ont dit aux Big Tech, vous pouvez pomper toutes les données en Europe, créer une valeur économique incroyable. L'inverse n'est pas possible, puisque nous n'avons aucun acteur capable de faire la même chose aux États-Unis. C'est une forme de dumping, en fait. Ça a été, en plus, vous le défiscalisez, donc ça n'apparaît nulle part. Aujourd'hui, il faut utiliser tous les arguments pour pouvoir exclure un certain nombre d'acteurs. Tout ça, pas parce que je suis contre la concurrence, mais tout simplement parce qu'il n'y a pas de réciprocité. Quand un acteur, si Outscale ou Scaleway ou OVH pouvaient aujourd'hui participer au cloud, puisque vous savez qu'il y a 2 gros projets, il y a le JEDI, le ministère de la Défense, 10 milliards, et la CIA, 10 milliards, ça fait 20 milliards, c'est pas mal. C'est aussi ça qui fait que ces gens sont en avance, c'est que l'État les paye. Dans ce cas-là, impossible pour ces acteurs d'avoir accès à nos joyaux et surtout au cœur de l'État, puisque à mon avis, il y a un vrai souci de réciprocité. Il faut être assez ferme. Et les DSI sont en train d'apprendre aussi, je crois, que les questions de souveraineté, ce n'est pas théorique. Ça veut dire que demain, si votre entreprise est perçue par vos clients comme une société qui revend ses données ou qui participe à ce qu'on appelle
alors j'aime pas trop cette expression, mais je vais la dire quand même, le capitalisme de surveillance. C'est la même chose quand maintenant avec le mouvement du bio, avec le mouvement des produits éthiques, où il y a beaucoup d'entreprises qui se rendent compte en fait que les choix industriels qu'elles ont faits il y a 20 ans avaient du sens, mais aujourd'hui, les clients n'en veulent plus. Et donc, je pense que l'informatique éthique et cette informatique locale ou localisée qui travaille avec un écosystème local, ce qui marche plutôt pas mal d'ailleurs en Allemagne, hein, pour être honnête, est quelque chose qui aura aussi de la valeur. Après, il faut évidemment rassurer les gens, s'assurer que les processus sont mis en place. Il faut aussi que la filière se professionnalise parce que ce n'est pas toujours à 100% le cas. Mais il y a du travail en tout cas. Merci beaucoup. Monsieur le ministre, un mot pour conclure peut-être ? Non, je n'ai pas à conclure, moi, parce que là... Mais je vais dire simplement qu'à propos de notre échange, moi, c'est par rapport aux autres Européens que je recommande de ne pas être trop grandiloquent, trop français. Parce que quand il faut convaincre les autres Européens, il faut faire un travail méthodique, très concret, très rationnel. Mais par rapport à, disons, l'opinion française ou des milieux économiques par rapport auxquels il faut redonner confiance en eux, en rappelant ce que vous avez rappelé d'ailleurs tous les deux plusieurs fois, là je suis d'accord. Oui, c'est mobilisateur. Ça peut nous donner une force collective plus grande. Mais dès qu'on a besoin de négocier avec les autres Européens, il faut faire autrement. Merci beaucoup. Merci à tous d'être venus ce matin nous enrichir. J'appelle Alban Schmutz pour un petit mot de conclusion. Alban, vous êtes président du CISPE. Oui, bonjour à tous. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, Alban Schmutz, je suis président de CISP pour Cloud Infrastructure Services Provider in Europe. On a été, ravis d'avoir cette table ronde ensemble. Je vais faire très court sur le mot de conclusion pour que vous puissiez encore profiter des petites viennoiseries disponibles, etc. Le seul message que j'aimerais passer ici, c'est je pense que vous avez compris ce matin l'importance du sujet du Digital Markets Act, qui est une chance historique, à mon sens, pour l'Europe de rétablir une concurrence équitable ou d'établir une concurrence équitable dans le domaine du numérique et en particulier du cloud. Et donc, je vais reprendre l'expression qu'Alain a utilisée juste avant. C'est si vous voulez vous participer avec votre propre tambour sur le sujet, je pense qu'il y a quelque chose à construire ensemble et c'est maintenant que ça se passe, puisque c'est un texte qui est effectivement une proposition à ce stade, mais les discussions avancent de manière assez rapide. Et la conclusion de cette discussion devrait pouvoir se faire sous la présidence française de l'Union européenne, c'est-à-dire dans les 6 premiers mois de l'année prochaine. Donc c'est maintenant que ça se passe. Donc c'est un sujet, à mon avis, extrêmement important pour notre communauté. Donc n'hésitez pas à venir vous engager dans ce débat-là aussi, parce que c'est quelque chose, c'est une comète qui passe pas très souvent. Merci à vous.